Donc, Caroline, donc, économiste à l'Institut de l'élevage, va pouvoir nous présenter donc, maintenant comment c'est vu dans la filière viande bovine pour une dizaine de minutes. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Et donc, je vais commencer tout de suite ma présentation. Je travaille au département économie de l'Institut de l'élevage, où je suis en charge du suivi des marchés de la viande bovine. Alors, donc, quels effets... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Alors, une première diapo pour montrer avant la crise, quels étaient les débouchés pour la viande de bœuf. Là, on est sur la viande de gros bovin, donc en France. Donc, il y a ici sur la diapo, tout ce qui est bleu, c'est la GMS. En rouge, on a la boucherie. En jaune, les plats préparés. En vert, la RHD. Et en grisé, l'export. Et puis, en orange, la vente directe et autoconsommation, qui représentait en 2019, selon nos estimations, 4% des volumes disponibles en France. Et la restauration hors domicile, donc 23%. C'est 23% du disponible de viande bovine en France, donc la viande française et la viande importée, et avant les exportations. C'est-à-dire que si on parle juste de consommation, on est plus à 27%, c'est-à-dire qu'il faut enlever l'export. On est... voilà, donc la restauration pèse assez lourd finalement dans la valorisation de la viande bovine en France. Et cette restauration, eh bien, elle s'est effondrée en 2020 avec le confinement en France et dans les autres pays européens. Donc, vous voyez ici l'évolution de chaque segment de la restauration par rapport au même mois de l'année 2019. Donc, on a en rouge la restauration traditionnelle, en bleu la restauration rapide, en vert la restauration collective, et puis en orange le total de la RHD. Et eh bien, on voit qu'en mars-avril, là, on a eu une très, très, très forte baisse du chiffre d'affaires de la restauration par rapport à l'année dernière. Baisse beaucoup plus forte pour la restauration commerciale que pour la restauration collective en vert, puisqu'on avait encore des structures collectives qui restaient ouvertes, ne serait-ce que les hôpitaux, les maisons de retraite, quelques écoles pour accueillir les enfants de personnel prioritaire. Voilà. Et cette restauration, elle s'est plutôt bien redressée pendant l'été, donc avec une baisse de chiffre d'affaires beaucoup moindre, mais une baisse tout de même, alors qu'on était depuis des années sur une hausse assez forte de ce chiffre d'affaires de la restauration d'année en année. Et puis la restauration collective qui reste quand même impactée assez fort, y compris au mois de septembre, notamment le segment de la restauration d'entreprise qui fonctionne vraiment au ralenti encore aujourd'hui. Et puis on n'a pas le mois d'octobre, mais on sait que dès le mois d'octobre et encore plus au mois de novembre, eh bien, on aura une baisse, alors peut-être pas aussi forte que ce qu'on a eu au mois d'avril, puisqu'en fait les restaurants ont développé beaucoup les ventes à emporter, mais on aura une baisse très significative. Alors, les Français ont donc moins pu aller au restaurant, et donc on a eu un report de la consommation au restaurant sur la consommation à la maison et donc sur les ventes au détail. C'est ce que montre ce graphique-là qui représente les achats de bœuf frais par les ménages. Alors, on a la courbe jaune qui est la courbe 2018-2019, superposée à la courbe rouge 2019-2020. On voit qu'au printemps, on a eu une très forte hausse des achats des ménages sur la viande de bœuf et qui s'est renouvelée là au mois d'octobre avec la mise en place d'abord du couvre-feu et puis de l'incitation à rester chez soi et enfin le vrai confinement et la vraie fermeture des restaurants. Là, on a un peu plus de détails à droite sur l'évolution des achats des ménages. C'est un cumul sur les 10 premiers mois de l'année. Et on voit l'ensemble des viandes de boucherie. Et on voit que le bœuf est à plus 6% en volume sur les 10 premiers mois de l'année par rapport à 2019. Et à l'intérieur du bœuf, on a le bœuf piécé, donc hors élaboré, là à plus 2,5%, et le bœuf haché à plus 10,5% en volume. Juste un petit aparté, donc sur le veau, la viande de veau a été complètement délaissée, tant par les distributeurs que par les consommateurs. La viande a été un peu oubliée, ce qui a conduit à une très très grosse crise de ce secteur tout au long de l'année qui est en train tout juste de se résorber.
puisque en fait, pendant la crise, enfin, au plus fort de la crise, les distributeurs ont mis en avant essentiellement des produits très basiques, et le veau n'en faisait pas partie. Et justement, parmi ces produits très basiques, on a la viande hachée. Donc ça, c'est un graphique tiré de données Nielsen, donc les ventes de viande hachée au détail. Donc on voit l'évolution par rapport à l'année dernière, la progression du chiffre d'affaires. Donc pendant le premier confinement, on a eu plus 31% de bœuf haché frais vendus en grande surface et plus 57% de viande hachée surgelée. Ça s'est ensuite tassé pendant les différentes phases de déconfinement. Et ensuite, on a eu de nouveau une hausse de ces ventes de steak haché, déjà à partir de l'annonce du couvre-feu partiel dans certaines agglomérations, puis à partir du reconfinement, une hausse alors qui est moins forte que ce qu'on a pu connaître pendant le premier confinement, ne serait-ce que parce que les enfants peuvent aller à l'école et donc mangent à la cantine. Mais c'est une hausse qui est quand même très, très significative. Alors ensuite, au niveau de la consommation totale, donc ce qu'on peut voir quand on regarde le bilan de consommation sur les 10 premiers mois de l'année, donc c'est la première ligne là, le bilan conso total sur 10 mois, il est à moins 2,3% par rapport à l'année dernière. Ce qui veut dire qu'on n'a pas eu un report total de la consommation en RHD vers la consommation des ménages. En revanche, ce qu'on peut voir quand on fait le distinguo entre viande française, donc c'est la viande VBF, viande bovine française, et la viande d'import, eh bien, c'est que la viande française, elle, a progressé. La consommation de viande française a progressé. En fait, je devrais dire le disponible consommable pour la consommation. Puisque là-dedans, on ne connaît pas les variations de stock, donc on ne peut pas dire si c'est vraiment la consommation qui a progressé, mais bref. Finalement, ce bouleversement du marché a profité à la viande française, puisqu'on a une hausse de la consommation de viande française. Et à l'inverse, elle a beaucoup nuit aux viandes d'importation, puisqu'on a une forte baisse de 16% sur 10 mois de la viande importée en France. Et sur le graphique qui est en dessous, on voit la ligne rouge représente la part de l'import dans la consommation totale de viande bovine en France. Et donc, on était, avant la crise, à 22-23%. On a chuté au plus profond de la crise au mois d'avril à 13% d'import dans le total de la consommation française. Et là, on voit déjà qu'au mois d'octobre, eh bien, ça s'était remonté. Et au mois d'octobre, ça rediminue. Et on sait qu'au mois de novembre, on aura de nouveau une chute assez forte de cette part de l'importation. Pourquoi ? Parce que c'est la restauration qui valorise le plus cette viande d'importation. Alors, une petite diapo que j'ai reprise à France Agrimaire sur les circuits de commercialisation des viandes de boucherie. Donc vous avez ici les bâtons rouges représentent l'évolution par rapport à l'année dernière au mois d'avril. Vert clair, c'est en mai, et vert foncé, c'est en septembre. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en avril, au plus profond de la crise, donc, les hypermarchés ont été totalement délaissés puisqu'ils étaient un peu trop loin des zones d'habitation, et puis ça faisait peur aux gens d'aller dans des très grandes surfaces. Et à l'inverse, les circuits spécialisés, c'est-à-dire qui se déclinent en boucherie, marché et vente directe, les circuits spécialisés ont beaucoup progressé, et notamment la vente directe. Maintenant, ce qu'on a pu voir en septembre, c'est que le consommateur a un peu oublié ce qu'il avait connu pendant le confinement et a retrouvé les habitudes du bon vieux temps, c'est-à-dire que les hypermarchés finalement ont vendu plus de viande de boucherie, alors que tout ce qui était circuit spécialisé en a vendu moins, et notamment la vente directe qui avait été très sollicitée au mois d'avril. Au mois de septembre, on voit que les consommateurs y ont moins eu recours. Alors, quel effet de tout ça en fait, sur les prix des bovins en France ? Eh bien, en fait, on a eu donc une renationalisation de notre marché qui a été très positive pour les prix des vaches. C'est le graphique que vous voyez à gauche, c'est la cotation de la vache R en France. Alors, il y a eu un petit flop quand même au printemps parce que le marché était totalement déboussolé, on va dire. Et puis, un bon redressement des ventes quand tous les opérateurs de la filière ont compris qu'en fait, il y avait une vraie renationalisation du marché et qu'il y avait une vraie demande forte pour la viande nationale.
Donc, comme en France, nous consommons essentiellement de la viande de vache, eh bien, on a eu une hausse des prix pour la viande de vache. Par contre, on produit en France aussi des jeunes bovins qui partent majoritairement ensuite en carcasse à l'export. Et donc, à l'inverse, on a eu une pression très forte sur les prix des jeunes bovins. D'autant plus que le marché européen, je vais conclure là-dessus ensuite, mais a été chamboulé également et qu'on a eu une concurrence extrêmement vive de toutes les origines européennes sur le marché italien qui est notre premier débouché. Et puis, les éleveurs français de bovins produisent aussi des broutards. Oula, excusez-moi. Des broutards qui sont pour une partie mis en place en France et pour une partie exportés. On va dire la moitié des mâles sont exportés, notamment sur le marché italien qui a été en grande difficulté. Et donc, on voit que la courbe 2020 a beaucoup chuté, notamment à partir de l'été. Et donc là, en ce moment, l'ambiance dans la filière c'est très chaud. Voilà, entre les éleveurs et les marchands de bestiaux et les coopératives agricoles, puisque les éleveurs ne comprennent pas comment le prix de leurs animaux peuvent être aussi bas. Alors, je passe, j'ai juste trois dernières diapos, dont deux sur le marché européen. Ça, c'est donc avant la crise, c'est les flux de viande bovine en Europe en 2019. On a l'équivalent de 39% des volumes abattus qui étaient échangés en 2019 entre États membres. Donc, c'est considérable. Et on a 5 États membres qui fournissent 70% de ces volumes, qui sont là représentés avec des flèches. Donc, la Pologne, en rouge, qui est un pays qui consomme très peu de viande bovine, mais qui a beaucoup développé sa production et donc qui exporte massivement. On a l'Irlande aussi. Alors, les Irlandais consomment de la viande bovine à titre individuel, mais comme ils sont très peu nombreux et qu'ils ont beaucoup d'herbes et beaucoup de bovins, ils exportent beaucoup de viande bovine. On a les Pays-Bas qui font aussi du réexport, mais qui produisent aussi beaucoup de viande de veau. Voilà, donc en jaune, c'est les exportations des Pays-Bas, l'Allemagne en noir, et puis la France, qui finalement est un petit exportateur comparé à ses concurrents, en bleu. Et donc, partout en Europe, on a eu un confinement plus ou moins restrictif, plus ou moins marqué, avec une fermeture de la restauration plus ou moins drastique, on va dire, extrêmement drastique dans les pays du Sud, Italie, Espagne, un peu moins dans les pays comme l'Allemagne. Mais néanmoins, ça a eu des impacts extrêmement forts sur le marché du bœuf. Donc, des effets quantitatifs, donc j'en ai déjà parlé sur la France, mais globalement sur l'Europe, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a un report incomplet de la RHD vers la consommation à domicile. Le bilan consommation sur 8 mois donne une baisse de moins 3%. On a des différences très importantes de report entre les États membres liées à leur tradition culinaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des pays où on n'a pas l'habitude de consommer du bœuf, à la maison en tout cas. Et donc, par exemple, en Espagne, on a eu une chute très très forte de la consommation. Non seulement il y a eu moins de touristes, mais en plus les Espagnols en consomment assez peu à la maison, ils la consomment plus au restaurant, donc une grosse chute de la consommation. En Pologne, on consomme quasiment pas de bœuf, donc il n'y a pas vraiment eu de report. Les Polonais consomment le bœuf essentiellement en fast-food ou en steakhouse. Voilà, donc c'est très inégal selon les pays. Et puis on a eu aussi des mouvements très forts sur le tourisme, c'est-à-dire que les pays du Sud ont accueilli beaucoup moins de touristes. Et à l'inverse, les pays du Nord, où les habitants voyagent d'habitude beaucoup, eh bien, finalement, sont restés chez eux. Donc, Allemagne et Royaume-Uni, on a une hausse de la consommation, enfin, pas une hausse, mais une stabilisation de la consommation. Voilà, donc des effets quantitatifs et puis des effets qualitatifs sur la valorisation. Et sur la valorisation, on a eu une perte de valeur très forte des pièces d'aloyaux, parce qu'en fait, les gens ont consommé plus de hachés, et donc moins de pièces d'aloyaux qui d'habitude sont très bien valorisées en restauration. Perte de valeur aussi des abats et des cuirs. Voilà, donc on a une nécessité absolue du coup de revaloriser le haché, mais ce n'est pas facile à faire. Renationalisation des marchés, j'en ai déjà parlé, mais ça a impliqué une très forte dégradation des prix dans les États membres qui sont très exportateurs, comme la Pologne, comme l'Irlande. Et donc du coup, une pression très forte des cours dans les pays qui sont fortement importateurs. Par exemple, comme l'Italie, qui importe beaucoup de viande bovine et qui s'est laissé pénétrer en fait de ces viandes bon marché, encore plus bon marché que d'habitude, et du coup on a eu une forte chute de prix. Alors après, on a, c'est vrai, une demande des consommateurs
qui est réaffirmée pour plus de souveraineté alimentaire. Les consommateurs ont découvert qu'il fallait absolument... ils ont eu peur, en fait. Ils ont eu peur pour la première fois de leur vie d'une pénurie de produits. Et donc, ils ont pris conscience de l'importance de cette souveraineté alimentaire, du lien avec les producteurs, du problème de la santé et de la sécurité des aliments, du bien-être animal, de l'environnement, puisqu'on a parlé de déforestation qui avait provoqué cette pandémie, etc. Et puis aussi des conditions de travail dans les abattoirs, puisque les abattoirs ont été des clusters de coronavirus. Voilà, donc des consommateurs qui réaffirment de nouvelles demandes, on va dire, mais après on peut se demander avec quel pouvoir d'achat, puisque cette crise sanitaire va conduire et conduit déjà à une crise économique, avec des consommateurs qui ont déjà perdu du pouvoir d'achat. Et puis pour combien de temps? C'est-à-dire qu'on voit que dès le mois de septembre, les consommateurs se sont de nouveau rués dans les supermarchés et ont délaissé les circuits traditionnels. Donc voilà, c'est vrai qu'on prend conscience des choses, mais après, on peut les oublier aussi. Et puis, un autre élément très important, c'est que cette crise signe la fin du travail détaché en Allemagne dès janvier 2021. Donc, dès le 20 mai, le ministre du Travail allemand a annoncé qu'ils allaient légiférer pour mettre fin à ce travail détaché. Donc, c'est de la main-d'œuvre étrangère qui est engagée par les outils d'abattage en Allemagne pour travailler, mais avec des conditions de travail qui ne correspondent pas aux conventions collectives allemandes, puisque c'est du travail détaché. Et c'est des travailleurs qui sont en plus logés dans des conditions très mauvaises. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu de très nombreux clusters de coronavirus en Allemagne, dans les abattoirs. Et il y en a eu de nouveau, d'ailleurs, au mois de novembre. Ça a été très fort. Et on a vu, d'ailleurs, en novembre, une très forte baisse des abattages de bovins et de porcs en Allemagne. Voilà, puisque les capacités d'abattage étaient réduites, certains abattoirs ont dû fermer. Et du coup, dès le mois de janvier, on aura cette fin du travail détaché. Et il faut savoir que pour certains groupes d'abattage, c'est 90% de la main-d'œuvre. Donc, on avait un différentiel de compétitivité qui était très fort entre la France et l'Allemagne, notamment sur le maillon abattage. Donc, ce différentiel, on espère que ça va permettre de le résorber un peu. Voilà, donc j'ai fini sur la présentation. Merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas si on les prend maintenant ou à l'issue des 3 interventions. Alors, en fait, merci beaucoup, Caroline. Voilà, c'était très, très intéressant, ça a pris du temps. On garde les questions peut-être pour le débat.